Il arrive que quelqu'un vous manque sans que vous puissiez vous en expliquer la raison. Pas quelqu'un que vous avez perdu récemment. Pas quelqu'un dont l'absence crée un vide logiquement compréhensible. Parfois, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis des années. Parfois, c'est quelqu'un avec qui la relation n'a jamais été entièrement définie. Parfois, c'est quelqu'un dont vous avez fait le deuil consciemment, que vous avez décidé de laisser derrière vous, et qui revient néanmoins occuper votre pensée avec une insistance que la raison ne parvient pas à justifier. Ce manque n'obéit pas aux règles de la logique relationnelle ordinaire. Il ne tient pas compte de ce qui était réellement là, entre vous. Il ne respecte pas les décisions que vous avez prises. Il surgit à des moments inattendus, dans des contextes qui semblent sans rapport, avec une précision qui peut être déconcertante. La réaction habituelle est de chercher à le rationaliser, de se dire que c'est simplement la nostalgie, que le cerveau idéalise ce qui est absent, que cela passera. Et parfois, effectivement, cela passe. Mais parfois cela ne passe pas. Cela persiste, avec la même intensité, ou revient par cycle, comme si quelque chose dans la psyché refusait de clore ce dossier. Carl Jung n'aurait pas traité ce phénomène comme une anomalie sentimentale à corriger. Il l'aurait regardé comme un signal. Pas nécessairement un signal sur la personne qui manque, mais un signal en provenance de la psyché profonde, un message que l'inconscient adresse à la conscience sur quelque chose qui n'a pas encore été pleinement reconnu ni intégré. La psychologie analytique de Jung repose sur une conviction centrale. Rien dans la psyché n'est arbitraire. Ce qui semble irrationnel en surface obéit à une logique que la conscience n'a pas encore appris à lire. Les rêves, les émotions inexpliquées, les obsessions récurrentes, les manques sans cause apparente, tous ces phénomènes sont des productions de l'inconscient. Et l'inconscient, dans la pensée de Jung, n'est pas un espace chaotique. C'est un système qui cherche quelque chose. Ce quelque chose, Jung l'appelle l'intégration. La psyché cherche constamment sa propre totalité. Elle cherche à intégrer ce qui a été fragmenté, à reconnaître ce qui a été nié, à rendre conscient ce qui opère encore dans l'ombre. Et pour accomplir ce travail, elle dispose de ses propres moyens. Des moyens qui n'empruntent pas nécessairement les voies que la conscience préférerait. Un manque persistant et inexpliqué pour une personne est l'un de ces moyens. Ce n'est pas une affirmation romantique, c'est une proposition psychologique précise, ancrée dans la structure de la pensée jungienne. Et pour la comprendre dans toute sa portée, il faut examiner les mécanismes qui la sous-tendent. L'ombre est le premier de ces mécanismes à considérer. Jung définit l'ombre comme l'ensemble des contenus psychiques que le moi conscient a refusé d'intégrer. Ces contenus ne sont pas nécessairement négatifs au sens moral. Ils sont simplement incompatibles avec l'identité consciente que l'individu a construite. Des qualités, des désirs, des modes d'être, des émotions que l'éducation, la culture ou des expériences spécifiques ont appris à la psyché à considérer comme inacceptables ou trop coûteux à porter. L'ombre ne disparaît pas parce qu'elle est refoulée. Elle continue d'exercer une pression sur la conscience. Et l'une des façons les plus courantes par lesquelles elle se manifeste est la projection. Les contenus refoulés sont projetés sur les personnes extérieures. Ce que l'individu ne peut pas reconnaître en lui-même, il le voit, ou croit le voir, dans les autres. Mais voici ce qui est particulièrement pertinent pour le phénomène que nous examinons. Lorsqu'une personne porte, réellement ou en apparence, une qualité que l'individu a réprimée en lui-même, la relation avec cette personne acquiert une charge psychique particulière. Elle devient le point de contact entre la conscience et ce qui a été laissé dans l'ombre. Et lorsque cette personne disparaît de la vie concrète, la charge psychique ne disparaît pas avec elle. Ce qui manque dans ces cas n'est pas entièrement la personne elle-même. C'est aussi la qualité que cette personne incarnait, la qualité que la psyché projette encore sur son souvenir, parce qu'elle n'a pas encore trouvé d'autres moyens de la reconnaître comme sienne. La cause psychologique est la projection d'un contenu de l'ombre sur une personne réelle. L'effet intérieur est une charge émotionnelle attachée à cette personne qui dépasse ce que la relation concrète peut objectivement justifier.
L'effet dans la vie vécue est un manque persistant qui résiste à la rationalisation, précisément parce que sa source n'est pas entièrement dans la relation, mais dans la psyché de celui qui manque. L'anima et l'animus apportent une précision supplémentaire à cette analyse. Dans la psyché d'un homme, l'anima est la figure intérieure féminine. Une structure archétypale qui représente les dimensions du soi que l'éducation et la culture ont le plus souvent reléguées dans l'ombre de la psyché masculine. Dans la psyché d'une femme, l'animus est la figure intérieure masculine correspondante. Ces figures, lorsqu'elles ne sont pas reconnues consciemment, sont projetées sur des personnes réelles. Et cette projection confère à certaines relations une intensité qui dépasse l'ordinaire. La personne sur laquelle l'anima ou l'animus est projeté semble toucher quelque chose de fondamental. Elle semble répondre à une attente qui n'avait jamais été formulée. Elle semble porter quelque chose que l'on cherchait sans savoir précisément ce que l'on cherchait. Lorsque cette personne disparaît ou lorsque la relation prend fin, la projection ne se retire pas automatiquement. L'anima ou l'animus reste actif dans la psyché. Et tant que la projection n'est pas reconnue et retirée, tant que l'individu n'a pas commencé à intégrer en lui-même ce qu'il avait cherché dans l'autre, le manque persiste. Parce que ce n'est pas seulement la personne qui manque, c'est la dimension intérieure que cette personne semblait incarner, et que la psyché n'a pas encore appris à reconnaître comme sienne. Jung était précis sur ce point. Le retrait d'une projection n'est pas un acte de désillusion. Ce n'est pas la perte de quelque chose. C'est un processus de récupération psychique. L'individu reprend à lui ce qu'il avait confié à l'autre. Et cette récupération, lorsqu'elle est pleinement traversée, enrichit la psyché d'une dimension qu'elle cherchait à l'extérieur et qui était, depuis le début, présente en elle. Il faut également considérer le rôle de l'inconscient collectif dans ce phénomène. Jung distingue l'inconscient personnel, le dépôt des expériences, des souvenirs et des contenus refoulés propres à un individu, de l'inconscient collectif, qui est un substrat psychique partagé par l'ensemble de l'humanité. L'inconscient collectif contient des structures universelles, les archétypes, qui organisent l'expérience humaine selon des patterns qui traversent les cultures et les époques. Parmi ces patterns universels, il y a celui de la rencontre transformatrice. L'être humain est psychiquement structuré pour rechercher des rencontres qui le confrontent à des dimensions de lui-même qu'il n'a pas encore traversées. Cette recherche n'est pas consciente au sens ordinaire. Elle s'exprime à travers des attirances inexpliquées, des reconnaissances inexplicables, des manques qui persistent au-delà de toute justification rationnelle. Lorsqu'une personne déclenche ce type de résonance, elle le fait parce qu'elle a activé quelque chose dans l'inconscient collectif de celui qui la rencontre. Elle a touché un archétype. Elle a mis en mouvement une structure psychique profonde qui cherche son expression. Et cette mise en mouvement ne s'arrête pas avec la fin de la relation concrète. Le processus psychique qu'elle a déclenché continue. Il cherche sa résolution. Il cherche l'intégration de ce qui a été activé. Et tant que cette intégration n'a pas eu lieu, le souvenir de la personne reste chargé, reste porteur d'une signification psychique qui dépasse la relation elle-même. La synchronicité est un concept que Jung a développé pour décrire les coïncidences significatives entre un état intérieur et un événement extérieur, sans relation causale ordinaire entre les deux. Il ne s'agit pas d'un principe mystique. C'est une observation sur la façon dont la psyché et le monde extérieur peuvent entrer en correspondance d'une façon qui échappe à la logique causale ordinaire. Dans le contexte du manque inexpliqué, la synchronicité peut se manifester de façon particulièrement nette. La personne qui manque surgit dans la pensée précisément au moment où quelque chose dans la vie intérieure de l'individu cherche une expression qu'il n'a pas encore trouvée. Elle apparaît dans un rêve, au moment où la psyché travaille sur un matériau qui lui correspond. Son souvenir s'impose au moment où une décision importante attend d'être prise, ou au moment où quelque chose dans la vie présente crée une résonance avec ce que cette personne représentait. Ces coïncidences ne sont pas des preuves d'un lien extrasensoriel avec l'absent.
Elles sont des signaux en provenance de la psyché profonde. Elles indiquent que quelque chose dans le processus psychique en cours trouve dans cette personne, ou dans ce qu'elle représente, un point de référence significatif. Et ce point de référence mérite d'être examiné, non pas comme une invitation à reconstituer la relation concrète, mais comme une indication de ce qui est encore actif dans l'inconscient. Jung observait dans sa pratique clinique un phénomène qu'il nommait le complexe, une constellation de contenus psychiques organisés autour d'un noyau émotionnel central. Un complexe se forme lorsqu'une expérience significative, souvent accompagnée d'une charge émotionnelle intense, n'est pas entièrement intégrée dans la conscience. Cette expérience se fixe dans l'inconscient, sous une forme qui continue d'exercer une influence sur la pensée, les émotions et les comportements de l'individu. Les complexes ne sont pas pathologiques en eux-mêmes. Ils sont une façon dont la psyché préserve ce qui n'a pas encore pu être traversé. Mais ils posent un problème précis. Ils opèrent de façon autonome. Ils ont leur propre logique, leur propre réaction, leur propre façon d'influencer le comportement, indépendamment de ce que la conscience décide ou préfère. Une relation qui n'a pas été entièrement vécue ou entièrement dénouée peut former un complexe. Non pas parce que la relation elle-même était pathologique, mais parce que quelque chose dans la dynamique psychique qu'elle a activée n'a pas trouvé sa résolution. L'énergie psychique associée à cette relation reste investie dans le complexe. Elle continue de circuler autour du noyau émotionnel central. Et elle se manifeste sous forme de manque persistant, de pensées récurrentes, d'une présence affective de l'absent qui résiste à l'effort conscient de l'effacer. La cause psychologique est la formation d'un complexe autour d'une relation non entièrement intégrée. L'effet intérieur est une part de l'énergie psychique maintenue captive dans ce complexe, indisponible pour la vie présente. L'effet dans la vie concrète est précisément ce manque chronique, cette difficulté à aller entièrement vers ce qui est là maintenant, parce qu'une partie de la psyché est encore retenue par ce qui n'a pas été résolu. Il y a une dimension de ce phénomène que Jung abordait avec une insistance particulière. La question de ce que la relation inachevée dit sur le développement psychique de l'individu au moment où elle s'est produite. Chaque relation significative intervient à un moment précis de la vie psychique d'un individu. Et ce moment a ses propres caractéristiques, ses propres zones d'ombre, ses propres besoins d'intégration, ses propres questions non résolues. La personne que l'on a rencontrée à ce moment-là n'est pas seulement une personne. Elle est aussi, et parfois principalement, un miroir psychique. Elle reflète ce que la psyché cherchait à cette époque. Elle active ce qui était en attente d'être vu. Lorsque la relation prend fin, pour quelque raison que ce soit, sans que ce processus psychique ait trouvé sa résolution, la psyché continue de chercher cette résolution. Pas nécessairement avec la même personne, pas nécessairement dans une relation concrète, mais le besoin d'intégration que la relation avait mis en mouvement ne disparaît pas avec la relation elle-même. Le manque est alors, en partie, le signal de ce besoin inassouvi. Non pas le besoin de retrouver la personne, mais le besoin de traverser ce que cette personne avait commencé à révéler, de compléter un travail psychique que la relation avait initié et que la fin de la relation a interrompu. La pensée de Jung sur la vie non vécue est particulièrement éclairante ici. Jung observait que les individus qui souffrent d'un sentiment chronique de manque, d'incomplétude, d'une impression que quelque chose d'essentiel leur échappe, portent très souvent le poids d'expériences psychiquement significatives qui n'ont pas été entièrement traversées. Ce n'est pas nécessairement une vie marquée par des traumatismes spectaculaires. C'est souvent une vie où les moments de vérité, les moments où la psyché appelait à une présence plus entière, à une honnêteté plus complète, à une intégration plus profonde, ont été évités, différés ou réduits à ce qui était gérable. Ces moments non traversés s'accumulent. Et ils s'accumulent souvent autour des relations les plus significatives, celles qui avaient le potentiel de toucher quelque chose de profond, et qui ont été interrompues, détournées,
ou vécues à la surface de ce qu'elles auraient pu être. Le manque sans raison apparente pour une personne spécifique est souvent le signe de l'une de ces accumulations. Non pas que la personne soit irremplaçable dans un sens absolu, mais que la relation avec cette personne représentait une possibilité psychique que la psyché n'a pas encore abandonnée. Une possibilité d'intégration, de croissance, de reconnaissance de quelque chose qui était là et qui n'a pas été entièrement saisi. Ce qui rend ce phénomène particulièrement complexe à traverser, c'est qu'il se présente sous une forme qui semble parler de l'extérieur alors qu'il parle de l'intérieur. Le manque se présente comme un manque de l'autre. Comme si l'absence de cette personne spécifique était la cause de l'état intérieur. Comme si la solution était dans le retour de cette personne ou dans la reconstitution de la relation. Jung reconnaissait cette confusion comme caractéristique de l'état de projection. Tant que la projection est active, tant que ce qui appartient à la psyché de l'individu est attribué à la personne extérieure, il est impossible de distinguer ce qui appartient à la relation réelle de ce qui appartient au processus psychique intérieur. Et cette confusion a des conséquences concrètes. Elle peut conduire à des tentatives de reconstituer des relations qui n'ont plus de raison d'être reconstituées. Non pas parce que la relation était sans valeur, mais parce que ce que l'on cherche en la reconstituant n'est pas réellement ce que l'autre peut offrir. Ce que l'on cherche est quelque chose que la psyché elle-même doit intégrer. Elle peut aussi conduire à un état de suspension, une incapacité à investir pleinement dans ce qui est présent, parce qu'une partie de l'énergie psychique reste attachée à ce qui est absent. Un état où l'on est partiellement là, partiellement ailleurs, où les relations présentes sont vécues avec un sentiment de comparaison implicite, jamais entièrement favorable, parce qu'elles sont inconsciemment mesurées à l'aune d'une image idéalisée de ce qui a été perdu. La cause psychologique est le maintien actif de la projection sur une personne absente. L'effet intérieur est une division de l'énergie psychique entre le présent et une représentation intérieure du passé. L'effet dans la vie concrète est une présence incomplète dans les relations actuelles, une difficulté à construire quelque chose de nouveau, une impression persistante que ce qui existe ne peut pas rivaliser avec ce qui a été. Jung développe la notion de processus d'individuation comme mouvement central de la vie psychique. L'individuation est le processus par lequel la psyché tend vers sa propre totalité, vers l'intégration progressive de toutes ses dimensions, conscientes et inconscientes. Ce processus est continu. Il ne s'achève pas à un moment déterminé. Il traverse toute la vie adulte et ses exigences évoluent à mesure que la psyché se développe. Les relations significatives sont, dans ce processus, des moments de révélation particulièrement intenses. Elles activent des dimensions de la psyché qui seraient restées dormantes dans des conditions plus ordinaires. Elles mettent en présence des contenus de l'ombre, des projections de l'anima ou de l'animus, des complexes qui cherchent leur résolution. Mais l'individuation ne peut pas se faire dans la fixation sur le passé. Elle exige un mouvement qui intègre ce qui a été révélé, qui reprend à soi ce qui a été projeté, qui traverse ce qui a été évité, pour que l'énergie psychique ainsi libérée soit disponible pour ce qui vient. Le manque persistant pour une personne est, dans ce cadre, un état de l'individuation arrêté. Non pas définitivement, non pas irrémédiablement, mais provisoirement figé à un point où quelque chose n'a pas encore été entièrement traversé, où quelque chose dans la psyché attend encore d'être reconnu. La question que Jung poserait n'est pas « Comment cesser de manquer cette personne ?» La question est « Qu'est-ce que ce manque révèle sur ce qui n'a pas encore été intégré dans la psyché ?» Qu'est-ce que cette personne incarnait, ou semblait incarner, qui appartient encore à l'ombre de celui qui manque? Il faut être précis sur ce que signifie le retrait de la projection dans ce contexte. Le retrait d'une projection ne consiste pas à décider intellectuellement que l'on avait tort de voir dans l'autre ce qu'on y voyait. Ce n'est pas un acte de volonté consciente.
Et ce n'est pas non plus une façon de dévaloriser rétrospectivement la relation ou la personne. Le retrait de la projection est un processus psychique progressif par lequel l'individu commence à reconnaître en lui-même ce qu'il avait attribué à l'autre. Il commence à voir que la qualité qu'il admirait, désirait ou cherchait dans cette personne est aussi présente, à l'état latent, non développé, parfois encore difficile à accepter, dans sa propre psyché. Ce processus est souvent accompagné d'un changement dans la nature du manque. Le manque ne disparaît pas immédiatement, mais il change de forme. Il perd progressivement son caractère urgent et inexpliqué pour devenir quelque chose de plus compréhensible, une reconnaissance de ce qui a été vécu, de ce que cela a révélé et de ce qui reste à intégrer. Et avec cette compréhension vient une libération partielle de l'énergie psychique qui était maintenue dans la projection. Une énergie qui devient disponible pour la vie présente, pour les relations présentes, pour le travail d'individuation qui se poursuit. Il est important de ne pas réduire ce que nous avons examiné à une mécanique froide qui viendrait désenchanter l'expérience du manque. Jung ne proposait pas une psychologie qui élimine le mystère de l'expérience humaine. Il proposait une façon de lire ce mystère avec davantage de précision, de distinguer ce qui appartient à la personne réelle de ce qui appartient à la psyché de celui qui ressent, de comprendre pourquoi certaines rencontres laissent une trace que d'autres n'ont pas. De voir dans ces traces non pas des anomalies à corriger, mais des signaux d'un processus psychique profond qui mérite d'être pris au sérieux. Le fait qu'une personne vous manque sans raison apparente n'est peut-être pas un hasard dans ce sens précis. Ce n'est peut-être pas l'effet aléatoire de la biochimie ou d'une simple habitude affective. C'est peut-être le signe que quelque chose dans votre psyché est encore actif autour de ce que cette personne représentait. Que quelque chose attend encore d'être traversé. Que l'inconscient utilise ce manque pour signaler un travail inachevé. Cette perspective ne dit rien sur ce qu'il convient de faire concrètement. Elle ne dit pas qu'il faut reprendre contact avec cette personne, ni qu'il ne le faut pas. Elle ne dit pas que la relation avait un sens absolu et prédéfini. Elle dit simplement que ce que vous ressentez vous parle aussi de vous. Que le manque est un signal en provenance de la profondeur de votre propre psyché. Et que ce signal mérite d'être lu avec la même attention que vous accorderiez à un rêve récurrent ou à un comportement que vous ne parvenez pas à comprendre. Ce qui demeure, après avoir traversé cette réflexion, n'est pas une explication définitive du phénomène. Jung lui-même se méfiait des explications trop définitives. La psyché est plus complexe que n'importe quel schéma conceptuel ne peut entièrement la saisir. Ce qui demeure est une façon différente de regarder le manque, non plus comme une anomalie sentimentale à surmonter, ni comme une preuve de l'importance unique et irremplaçable de la personne absente, mais comme un phénomène psychique qui a ses propres mécanismes et ses propres significations, comme un message de l'inconscient sur quelque chose qui cherche son intégration. La personne qui vous manque sans raison n'est peut-être pas là par hasard dans votre psyché. Elle y est parce que quelque chose d'elle, ou de ce qu'elle représentait dans votre constellation psychique, à un moment précis de votre développement, n'a pas encore trouvé sa place dans la totalité de ce que vous êtes. Et cette totalité, la psyché ne cesse jamais de la chercher. Avec ou sans votre participation consciente, à travers les rêves, les manques, les reconnaissances inexplicables, les émotions qui résistent à la rationalisation. La psyché travaille toujours dans ce sens. Ce que Jung nous demande, à travers l'ensemble de son œuvre, c'est simplement de ne pas ignorer ce travail, de ne pas réduire ce qui vient de la profondeur à ce que la surface peut facilement expliquer, d'accorder à ce qui insiste dans la psyché la même sérieux qu'à ce qui se présente clairement à la conscience. Ce manque, peut-être, mérite ce regard, non pas pour être résolu ou supprimé, mais pour être compris. Et dans cette compréhension, quelque chose qui était figé peut recommencer à se mouvoir.